Aujourd'hui, nous sommes à Vieille-Baugé, à côté de Baugé, en Anjou. C'est à cet endroit que va se dérouler l'une des grandes victoires des partisans de futur Charles VII et surtout la première victoire en bataille rangée contre les Anglais après Azincourt. On va y retrouver les Écossais de la Haute-Alliance, les Français avec un des ancêtres de Lafayette et le fameux Jean de Dunois qui est alors âgé de seulement 19 ans et qui sera fait chevalier. Face à eux, nous aurons le frère du roi d'Angleterre, le duc de Clarence, qui va y perdre d'ailleurs la vie, et de nombreux chevaliers et nobles anglais. C'est d'ailleurs, peut-être à cette occasion, que les Écossais découvrent l'ancêtre du football et du rugby, la soule ou la choule. Ne vous fiez pas à ces images idylliques d'un petit village dans l'Anjou, car c'est bien ici, à cet endroit, qu'eut lieu la plus grande victoire franco-écossaise de la guerre de 100 ans. Alors que les Bourguignons contrôlaient Paris et que les Anglais dominaient la Normandie, le dauphin Charles, peinant à recruter des troupes, fit appel à l'Écosse, un allié fidèle de la France depuis l'Eau d'Alliance de 1295, alliance qui fut probablement l'un des plus vieux accords de défense entre deux États, entre 1295 et 1560. En tout cas, Robert Stewart accepta d'envoyer une importante force militaire pour soutenir le dauphin. En 1419, le 17 mai, le dauphin choisit même pour sa garde personnelle un contingent de 150 hommes d'armes et 300 archers écossais, commandés alors par William Douglas. En janvier 1421, une armée de 6000 soldats écossais débarqua à La Rochelle, sur la côte atlantique. Elle était dirigée par John, comte de Buchan, fils de Robert Stewart et d'Archibald Douglas. Les 2 tiers de cette force étaient constitués d'archers, indispensables pour contrer les redoutables archers anglais. Il faut noter que l'effort des Écossais est considérable, car la population écossaise est évaluée à l'époque à seulement 400 000 habitants. Selon certaines estimations, on a environ 15 000 Écossais qui débarqueront pour aider le dauphin entre 1419 et 1424. Cependant, à leur arrivée dans les années 1419-1421, les troupes écossaises se situaient initialement en Touraine, au sud-ouest de Paris, et ils ont été répartis pour défendre les cités du dauphin en Anjou, dans le Maine, à Tours et en Île-de-France. Mais les premiers résultats de cette répartition et stratégie vont cependant apporter des déconvenues. Par exemple, le 3 mars 1420, les Anglais dirigés par le comte de Salisbury, que l'on va retrouver au siège d'Orléans en 1428, défont une force franco-écossaise. En effet, les troupes qui tentaient de libérer la garnison écossaise assiégée à Fresnay-sur-Sarthe, dont le capitaine de la place était Ambroise de Loré, sont battus. En définitive, malgré le courage et la combativité des Écossais, ils vont être peu déterminants lors des confrontations avec les Anglais jusqu'à la bataille de Baugé. Peut-être d'ailleurs lié à un défaut de commandement français, pas encore remis d'Azincourt, et évidemment de communication entre les troupes. Après donc plusieurs revers et désillusions, il est donc décidé en 1421, lors d'une réunion du Grand Conseil du Dauphin à Selles-sur-Cher, de ne plus disperser l'armée écossaise en petits détachements à partir de janvier. Charles et son conseil espéraient donc que les Écossais réussiraient à être déterminants contre les Anglais, en leur laissant donc plus de marge de manœuvre et en étant dans un bloc de combattants plus important. C'est dans ce contexte que l'on va retrouver les Écossais à la bataille de Baugé.
On est dans un contexte politique totalement chaotique. Le duc d'Orléans fut assassiné par des hommes de main du duc de Bourgogne en 1407 à Paris, engendrant une guerre civile sans équivalent jusqu'alors. Lutte entre les dits Armagnacs, plutôt des Orléanais en définitive, les Bourguignons qui tentent de prendre le pouvoir, les Anglais qui jouent habilement de cette situation et le Dauphin qui tente de rester vivant et de reprendre le contrôle de son royaume, rendant la situation dangereuse et très instable. Lorsque le Dauphin est âgé de 16 ans environ, il se sent menacé par Jean sans Peur, duc de Bourgogne, qui joue de son influence avec Isabeau de Bavière pendant les moments de folie de Charles VI. Le Dauphin donc élimine le duc de Bourgogne en 1419 au pont de Montereau afin de venger le duc d'Orléans, mais aussi d'éliminer un personnage instable aux intrigues douteuses et délétères. Rappelons que les 4 grands frères prétendant au royaume de France de Charles VII sont décédés, dont les 2 derniers dans d'étranges circonstances, puisque le dernier dauphin était sous protection du duc de Bourgogne. Et lorsque ce dernier réussit à contrôler Paris, il s'en fallut de peu pour que le dauphin soit capturé et donc probablement éliminé aussi d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, après la mort du duc de Bourgogne au pont de Montereau, Philippe le Bon, nouveau duc de Bourgogne, se rapproche des Anglais et conclut alors le fameux traité de Troyes signé en 1420. C'est un événement majeur lors de la guerre de 100 ans, conclu entre le roi d'Angleterre Henri V et le roi de France Charles VI. Ce traité stipule qu'après la mort de Charles VI, la couronne de France reviendrait à Henri V ou à ses descendants, écartant donc le dauphin légitime Charles. Pour sceller l'accord, Henri V épouse Catherine de Valois, fille de Charles VI. Aujourd'hui, on pourrait qualifier cet accord d'abus de faiblesse envers Charles VI, qui n'avait plus toute sa tête, par une Isabeau de Bavière qui siège officieusement au Conseil du roi, avec un sens politique très médiocre et à la moralité douteuse, et avec un duc de Bourgogne à l'influence grandissante et surtout la haine exacerbée par la mort de son père. En clair, Charles VI délégitime le dauphin et confie son royaume à un autre prétendant, qui plus est son ennemi alors héréditaire. Néanmoins, le dauphin dénonce cet accord et ses juristes démontreront que Charles VI n'avait aucun pouvoir de déshériter son fils du trône. De nombreux seigneurs et capitaines vont se ranger d'ailleurs du côté du dauphin. Même du côté bourguignon, il y a une certaine méfiance et crispation de livrer le trône de France tant convoité à un Anglais, qui n'avait d'ailleurs pas hésité à massacrer des prisonniers bourguignons à la bataille d'Azincourt. Henri V est très loin de faire l'unanimité chez les opposants à Charles VII. Henri V, fort de cet accord, rentre en Angleterre. Il donne à son frère Thomas de Lancastre, duc de Clarence, le titre de lieutenant général de la Normandie et les pleins pouvoirs en pays de conquête. Il est d'ailleurs, depuis 1417, connétable et lieutenant général de l'armée en France. C'est dans ce contexte que se déroule la bataille de Baugé. Le duc de Clarence mène de 6 000 à 7 000 hommes dans les raids à travers l'Anjou et le Maine, selon Jean du Bellay. Mais comme d'habitude, il faut toujours avoir beaucoup de prudence avec ces chiffres. Il est accompagné des comtes de Somerset, de Huntington, de Kyme. Il ravage d'ailleurs les cités et villages comme celui de Moulierne et le prieuré de Menay. Seule la ville d'Angers lui résista et il dut se résigner à s'installer à Beaufort-en-Vallée. Les Français veulent stopper cette chevauchée destructrice du duc de Clarence en Anjou. Donc pendant que le duc de Clarence ravage les provinces, les vassaux du duc d'Anjou se mobilisent. Parmi eux, il y a une belle équipe de gens. Jean de Fontaine-Guérin, commandant de la place de Bogy-le-Grand, Jean de Grésille, Jean du Bellay, Jean de Champagne, avec 1000 hommes, Jean de Beuil, qu'on va retrouver à la bataille de Castillon et Patay, vidéo visible d'ailleurs dans cette chaîne, et Jean de la Croix et d'autres. Une autre armée, engagée par le dauphin Charles, et dirigée par le connétable d'Écosse Jean-Stuart de Darnley et le comte Jean-Stuart de Buchan, marche également, ayant quitté Poitiers avec leurs troupes et se trouvant alors à Châtillon-sur-Indre. Les troupes écossaises vont traverser Orléans et prendre la direction de l'Anjou. Et ils vont faire jonction avec une autre troupe, les Orléans Armagnacs, sous les ordres du comte de Jacques de Ventadour, du vicomte de Narbonne Guillaume II, et on note aussi la présence du jeune Jean de Dunois. L'ensemble de ces 3 corps d'armée se rassemblent donc en une seule force et se retrouvent donc à Vieille-Baugé le 20 mars. Ils vont envoyer des éclaireurs, environ 400 cavaliers, pour tenter de connaître les avancées et les intentions du duc de Clarence. Mais voilà,
une partie des éclaireurs vont tomber sur des archers anglais qui pillaient la région. Les éclaireurs franco-écossais doivent revenir vers leur camp de base, mais 4 Écossais sont capturés. Lors de la capture des Écossais, ils avaient en main un certain André Forgusa qui avait été fait prisonnier par ces derniers et qui se trouve donc libéré dans l'action. On va voir que ça aura son importance. En tout cas, la veille de Pâques touche à sa fin, et le duc de Clarence s'apprête à festoyer dans le château de Beaufort, lorsqu'on lui annonce que ces hommes, ayant capturé quelques prisonniers écossais, ont appris la présence d'une armée écossaise à 4 lieues de Baugé. Il semble alors qu'André Forgusa donne des informations erronées à Clarence. Il reste un doute sur ce sujet. A-t-il trahi les Anglais ou a-t-il été trompé par les Français? Les Anglais semblent évoquer la trahison, mais peut-être que Forgusa a reçu des informations trompeuses des Français en sous-estimant notamment les nombres des combattants. Les renseignements anglais à l'époque sont assez mauvais, il semble. Mais aujourd'hui, grâce à 001, ça va mieux. Et on va voir on va constater la forte similitude avec Talbot, qui à la bataille de Castillon reçoit des informations également erronées et va se trouver pris au piège. Ne sous-estimons pas les armées de l'époque. Acheter ou donner des fausses informations pour tromper l'ennemi était très courant. Malgré la trêve pascale, Tacite, à l'époque, on évite de se battre lors des fêtes religieuses. Clarence, pensant alors pouvoir en découdre en quelques coups d'épée, en bénéficiant de l'effet de surprise, s'emballe en levant très rapidement des troupes et part à l'affrontement. Mais à ce moment-là, il n'est accompagné que de 1500 à 2000 combattants. Les chiffres diffèrent à ce sujet, certains évoquant 1200 combattants, parfois 2000 selon le journal d'un bourgeois de Paris, et d'autres allant jusqu'à 4000. Mais on sait que Salisbury, avec ses 2000 archers, n'est pas présent. Clarence aurait dit notamment « Les Anglais ont assez gagné de batailles avec leurs archers. Cette fois, seuls les nobles auront l'honneur de la journée. » Et surtout, il aurait dit « Allons-y, ils sont nôtres. » Il est vraiment très sûr de lui. De Beaufort en Valais, donc, il remonte vers Baugé et suit la rivière du Couesnon. Rivière alors en forte crue, selon les chroniques, mais qu'il souhaite néanmoins traverser s'il veut affronter les Écossais. Le samedi 22 mars, il arrive vers 16 h. Il semble alors qu'il n'y ait pas eu de reconnaissance des lieux et de la situation des troupes françaises, se fiant uniquement aux informations d'André Forgusa et des Écossais capturés. Probablement qu'il n'avait pas pu traverser le Couesnon à Beaufort-en-Vallée par le gué d'Argent et cherchant à la traverser sur le pont de Godot de Vieille-Baugé. On reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur quelques hypothèses du trajet. Mais lorsqu'il arrive, il semble que le pont est endommagé. On ne sait pas vraiment si c'est volontairement, soit par la crue, qui semble exceptionnelle. Il est donc possible que les chevaliers anglais soient dans l'obligation de traverser à gué le Couesnon, rendant la démarche difficile, car les champs étant imbibés d'eau et de boue probablement. Il semble que cette position soit protégée par Robert Stuart et Rystone, avec seulement 150 archers environ. Après un combat relativement facile, il réussit à traverser Couesnon, avec probablement beaucoup de difficultés. Tant la crue semble forte, on peut imaginer qu'une partie des champs sont inondés et donc boueux. Néanmoins, cet accrochage va permettre à Buchan et aux autres troupes de s'organiser. Les Franco-Écossais vont gagner du temps face à l'attaque surprise de Clarence. Il n'est pas certain que Clarence se soit aperçu qu'il y avait plus au nord des milliers d'Écossais. Le Couesnon est donc traversé par une partie des troupes. Ils vont tenter de prendre la direction du village, mais la difficulté du passage ralentit les chevaliers anglais, et Hugh Kennedy, un capitaine écossais, va le ralentir encore davantage par une contre-attaque. Malgré toutes les contraintes, le duc de Clarence et ses troupes arrivent cependant à remonter vers Vieille-Baugé. Mais là, ils se trouvent confrontés aux troupes françaises commandées par Lafayette. Les Français se sont notamment en partie réfugiés dans l'église et avaient déjà préparé des pierres au cas où, en les jetant sur les Anglais, essayant de traverser le cimetière, transformant l'église en forteresse quasi imprenable avec les moyens du duc de Clarence. Et lorsqu'on voit l'église aujourd'hui en surplomb du village, on comprend bien la difficulté aux chevaliers anglais de prendre l'église alors qu'ils sont attaqués de partout. S'ensuit alors un combat urbain, une bataille sanglante dans les rues de Vieille-Baugé. Les troupes de Clarence sont malmenées. Les Français perdent également des chevaliers et écuyers. Le combat est intense et mortel. Les combats urbains sont souvent des pièges à rats pour les assaillants. Chaque rue, chaque recoin, chaque maison est sujet à un guet-apens.
On peut imaginer que les Français vont infliger probablement de lourdes pertes aux Anglais. Voyant la situation hors de contrôle, le duc de Clarence tente de partir vers Baugé, probablement par le chemin de Vieille-Baugé. Mais là, les chevaliers se retrouvent face aux Écossais. Plusieurs milliers les attendent de pied ferme. Les Anglais sont pris au piège. Ils ne peuvent ni repartir vers le Couesnon, en crue, et dont ils ont eu toutes les peines à le traverser, ni rester sur Vieille-Baugé, où les Français les attendent. Un combat à mort s'engage, et c'est le début du carnage. Le duc de Clarence, facilement identifiable à son armure et son aume avec une couronne richement ornée de pierres précieuses, devient la cible principale. Jean Kirkmichael de Douglas Dare brise une lance sur lui. Guillaume Swinton, un autre Écossais, lui donne un coup de lance, tandis que Buchan le fracasse à coups de massue. Il semble alors que Charles Bouteiller, au service du duc d'Orléans, tente d'empêcher la mort du duc de Clarence, car il espère le faire échanger contre Charles d'Orléans. Mais il se fait tuer sur place par des Écossais, probablement qui ne l'ont pas reconnu, difficile à dire. Pendant que Clarence est à terre, Thomas Wallen arrache la bannière au porte-drapeau anglais, tandis que Alexandre McCaslin prend la couronne du duc et la revendra d'ailleurs plus tard à Darnley. Les chevaliers anglais continuent cependant de se battre dans le village et les alentours. Certains arrivent à prendre la fuite, mais la plupart sont tués ou capturés. Étonnamment, les fuyards ne sont pas poursuivis, probablement parce que les chevaliers français et écossais n'étaient pas prêts et équipés pour ça. C'est la débandade. Les troupes anglaises sont écrasées et vaincues aux alentours de 18 h. Le lendemain de la bataille, Buchan envoie une lettre au dauphin Charles. Ils vont envisager de poursuivre les troupes de Salisbury et ses 2000 archers environ, ils vont remonter vers l'est, laissant le champ de bataille derrière eux. Tandis que Salisbury passe à côté de Vieille-Baugé ou à Vieille-Baugé quelques temps après. Le bâtard du duc de Clarence put prendre le corps de Clarence alors sur un chariot et rejoindre les troupes de Salisbury qui prend la direction de la Normandie. Salisbury va chercher à éviter les troupes écossaises en passant par la Flèche. Pour traverser une des nombreuses rivières, les archers anglais vont d'ailleurs se mettre des croix blanches pour se faire passer pour des Français et les franchir, tandis que Buchan tente de les rattraper en vain. Malgré donc la volonté de les retrouver, Buchan et les troupes du dauphin, Salisbury, échappent de peu aux Dauphinois. Le roi d'Angleterre, Henri V, accueillit la nouvelle avec un violent accès de colère. Il déclare notamment que si son frère avait survécu, il l'eût fait mettre lui-même à mort, pour le punir d'une désobéissance qui avait coûté à l'Angleterre la fine fleur de sa chevalerie. Ce roi est outrancier, même avec sa famille. En Angleterre, on tente de minimiser la défaite, parlant même que le duc de Clarence aurait tombé dans un piège et qu'il aurait été tué lâchement par surprise. En contradiction avec lui-même, Henri V veut sa revanche et souhaite préparer une expédition en levant des nouvelles taxes, avec une certaine brutalité qu'il sait bien mettre en œuvre, dans la compréhension totale de sa population. Ce roi d'Angleterre est très loin d'être un homme sage, avide de paix comme on veut le faire passer Shakespeare, mis en lumière dans le film de Netflix The King. Film qui est une vraie arnaque historique, faisant passer l'agressé comme l'agresseur et l'agresseur comme la victime d'un odieux complot, alors qu'il serait un homme de si grande qualité humaine. Le dauphin Charles apprit l'heureuse nouvelle à Poitiers, par le chevalier Louis Boyau, qui fut présent à la bataille. Le dauphin en fut moult joyeux. Il reçut notamment la bannière de Clarence et on peut dire à ce moment-là que les troupes du dauphin ont mis un coup d'arrêt aux terribles défaites et vengé à Azincourt, Crécy et Poitiers. Le 5 avril à Tours, il remet solennellement à John Stewart, comte de Buchan, l'épée de connétable de France, tandis que le pape Martin V estime que les Écossais étaient un antidote aux Anglais. À ce moment-là, il est envisagé de profiter de la situation pour remonter vers la Normandie et de reconquérir la région. Tandis que les rumeurs les plus folles courent, notamment d'un accord entre le duc de Bourgogne et le dauphin. À Paris, c'est la consternation et l'inquiétude qui prévaut. Mais comme on le sait, rien de tout ça n'est arrivé. Néanmoins, cette victoire va permettre un rapprochement avec le duc de Bretagne, et aussi semer le doute chez les Anglais, notamment au niveau de la population anglaise. Il faut rappeler aussi que cette victoire arrive en pleine fête pascale, rendant la victoire comme un signe de Dieu, et à l'époque, ça a son importance. Même les partisans du duc de Bourgogne sont d'ailleurs inquiets de la situation.
Si la victoire franco-écossaise est de courte durée, on le verra à Cravant et à Verneuil, où les troupes écossaises vont se faire massacrer, tout en infligeant de lourdes pertes aux forces anglaises, cette victoire aura le mérite de mettre un coup d'arrêt à l'invincibilité anglaise en bataille rangée et surtout de mettre le Dauphin dans une position bien plus enviable qu'auparavant. En clair, il va falloir compter sur lui, de gré ou de force. Cette bataille élimine aussi des nobles anglais, et surtout terrasse un membre de la royauté anglaise qui n'est autre que le frère du roi d'Angleterre. En tout cas, la suite va donner raison au dauphin. Henri V meurt de dysenterie à Vincennes le 31 août 1422, et quelques mois plus tard, Charles VI, le 21 octobre 1422, meurt à Paris, faisant de Charles le roi légitime du royaume de France. Mais on ne naît pas roi, on le devient. Les Anglais vont perdre au moins 1000 combattants sur place et au moins 500 prisonniers, dont une grande partie aux mains des Écossais. Mais comme souvent pendant la guerre de 100 ans, les chiffres sont assez variables et à prendre avec précaution. On va de 1054 tués, notons la précision, à 4000 selon d'autres sources de l'époque. Mais le chiffre le plus réaliste, c'est au minimum 1054 tués. Pour les troupes franco-écossaises, on tourne entre 12 à 30 tués, mais Monstrelet et d'autres chroniqueurs au service des Anglo-Bourguignons évoquent 1200 tués, peu probable. Cependant, en vue de la situation, il s'agit pour ces derniers de minimiser la défaite en inventant des chiffres irréalistes vu la débâcle. Chez les Anglais, on note la mort de plusieurs personnalités, le comte de Tancarville, Riddlesdale, de Kyme, du seigneur de Rousse, de Jean Lumley, Robert Brun, Jean Grey. En ce qui concerne les prisonniers les plus connus, il y a le comte de Somerset, capturé par Laurent Vernon. Nous avons aussi le comte de Huntington, capturé par Jean de Sibade, Thomas Beaufort, capturé par Darnley, et Kirk Michael, Fitzwater, pris par Henry Cunningham, et la liste est longue. Jean Barclay, Ralph Neville, Henry Zingluss, Guillaume Bower, Guillaume Langdon, etc. Pour les pertes écossaises, aucune personnalité connue n'est à déplorer. Il n'y a que des pertes minimes. Mais chez les Français, on a évidemment Charles le Bouteiller, mais aussi Jean Auvrouin, Fouque de Courtiran, Jean de Passavant, Jean d'Aubreil, Jean de Tostavant, Thibaut de Baoul et un certain Jean de Fontaine-Guérin, dont l'identité semble incertaine, notamment au niveau de son prénom. Au niveau des pertes françaises, on peut être surpris, évidemment, puisque les pertes écossaises sont bien moins nombreuses, semble-t-il. Cela peut s'expliquer pour deux raisons. La première, c'est que c'est un combat urbain qui a été extrêmement violent, difficile dans les rues de Vieille-Baugé. Et la deuxième raison, c'est qu'ils vont prendre de plein fouet le premier choc contre les chevaliers anglais. Et vu que c'est une attaque surprise, il est peut-être probable que les Français n'étaient pas totalement préparés au combat et que donc il y ait eu des pertes à ce niveau-là. Mais rien de tout ça n'est vraiment sûr. Mais ce qui est certain, c'est que la violence des combats fut intense dans Vieille-Baugé, au point que d'ailleurs les troupes anglaises sont obligées globalement de se replier et se retrouvent donc face à des milliers d'Écossais qui vont les achever et vont faire la majorité des prisonniers. Selon certaines hypothèses d'historiens, c'est peut-être à cette occasion que les Français font découvrir ce sport picard aux Écossais, ancêtres présumés du rugby et du football notamment. En effet, avant l'attaque par le duc de Clarence, les troupes étaient au repos, vu que c'était une période de fête pascale. On peut imaginer qu'ils ont pu pratiquer ce sport. Néanmoins, ça reste une hypothèse, car lors de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant et les fortes relations entre la Normandie et le royaume d'Angleterre pendant quelques siècles, on peut imaginer qu'il y a eu des échanges de connaissances dans ce domaine entre l'Angleterre et le royaume d'Écosse. Vieille-Baugé est cité en tant que In Villa by Jaco pour la première fois en 999. Et c'est donc initialement la ville la plus ancienne. La ville du Baugé fut créée par Fulconera au XIe siècle par la construction d'un château de Baugé et d'une église. Initialement, les deux villages n'en font qu'un seul encore à cette époque. Au XVe siècle, pendant la bataille de Baugé, les deux villes sont identifiées depuis plusieurs siècles comme le Vieil-Baugé et Baugé ou Baugé le Grand. Il y a eu un doute pendant quelques années sur le lieu de la bataille, notamment sur le pont. Certains historiens évoquant que la bataille du pont et de l'église se serait passée à Baugé, et non à Vieille-Baugé, et que la bataille finale se serait passée à Vieille-Baugé. À l'heure actuelle,
ce n'est pas l'hypothèse retenue, notamment à cause du nom du pont de Godot qui proviendrait des Anglais God Damned, juron anglais de Dieu damné, et surtout de la pierre du néolithique du fer à cheval posé alors au Moyen-Âge, probablement en souvenir de la bataille. On peut voir une pierre avec une marque d'un fer à cheval. Ça reste une légende régionale dépourvue de fondements historiques. Les légendes qui évoquent le pas de la mule sautant à travers champs et laissant son empreinte indélébile, il y en a au moins 7 dans la région. La pierre avec cupule anthropique que nous voyons fut déplacée en 2003. Néanmoins, cette pierre est bien du néolithique, qui fut souvent associée par la population locale à la mort et l'au-delà. Cette pierre fut, semble-t-il, mise en place quelque temps après la bataille au Moyen-Âge pour commémorer la bataille du Vieil-Baugé à côté du cimetière du chemin de Vieil-Baugé, probablement à proximité du lieu où le duc de Clarence trépassa. D'ailleurs, lors du déplacement de cette pierre, on trouva un fer à cheval en dessous, renforçant sa légende. Pour plus de détails, vous trouverez en lien dans les sources un texte de Jean-Marie Courderc qui s'est penché sur la question. On peut trouver aussi une plaque à côté de l'église où les troupes françaises du maréchal Lafayette, du comte de Dunois et d'autres vont lutter avec acharnement contre les chevaliers de Clarence, transformant le Vieil-Baugé en sanglante bataille urbaine. On peut noter aussi les pancartes qui rappellent le souvenir de cette bataille. À la différence d'autres victoires françaises, le Vieil-Baugé fait un réel effort en souvenir de cette bataille historique. Elle fut le lieu de refuge d'une partie des troupes françaises, obligeant alors le duc de Clarence de tenter de sortir de Vieil-Baugé, voyant qu'il ne pouvait pas prendre la place avec les moyens qu'il avait. Sa partie la plus ancienne est du XIe siècle, mais ce qui diffère aussi avec cette église, c'est son chœur du XIIe et XIIIe siècle que l'on retrouve principalement en Anjou ou dans les territoires contrôlés par les Plantagenets comme à Chinon. C'est une architecture caractéristique assez belle et souvent décorée de personnages divers. On peut noter aussi son clocher d'or, que l'on retrouve souvent dans le Baugeois et l'Anjou, mais aussi en Allemagne et même en Belgique. En 2021, il y a eu une tentative de retrouver les corps des Anglais tués sur place par le laboratoire GeoHunt de l'université Gustave Eiffel. Ils ont fait des relevés géophysiques par un radar et un appareil nommé M31. L'objectif était de retrouver éventuellement le fossé aux Anglais. Il y a eu même un colloque d'historiens sur le sujet, mais à ce jour, rien n'a été trouvé à ma connaissance et le mystère demeure pour savoir où ont été enterrés les corps. Il faut noter qu'il n'est pas évident de retrouver des morts d'un champ de bataille médiéval plusieurs centaines d'années après, car il n'y a souvent aucune indication du lieu et la plupart des corps sont dépouillés des objets de valeur, armures, épées, cottes de mailles et autres, rendant leur détection notamment par des détecteurs de métaux très difficile. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.